Le Orange, Claude François. C'est la musique du monde. Mon métier, c'est d'être directeur de scène et dans un établissement très célèbre, puisque c'est le cabaret Le Moulin Rouge à Paris. Et un directeur de scène, c'est quelqu'un qui a participé au montage d'un spectacle. C'est-à-dire que quand il y a un metteur en scène, quand il y a un chorégraphe, quand il y a un costumier, quand il y a euh, plein de gens qui vont participer à l'élaboration d'un spectacle, ils ont besoin à un moment donné d'arriver sur scène. Et pour être sur scène, il faut quelqu'un qui puisse coordonner à la fois les entrées, les sorties, les lumières, la technique. Il y a beaucoup de techniques, donc il faut que le son, la lumière et tous les éléments qui montent, qui descendent et qui... il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, tout ça soit bien coordonné. Dans la journée, si on fait venir des artistes pour répéter sur scène, on ne peut pas avoir des gens qui tapent au marteau pour mettre des décors et on ne peut pas avoir quelqu'un qui dit « Oh, il faut tout éteindre, je vais voir si tel projecteur il fonctionne. » Donc voilà, il faut aussi s'occuper de gérer tout ce qui va se passer sur scène, à l'élaboration d'un spectacle. Donc la nuit, les gens vont travailler sur tout ce qui va être technique. Et dans la journée, lorsque les artistes vont arriver, ben, il faut que tout soit calme et dépoussiéré aussi, afin de pouvoir faire le spectacle. Et donc un travail de directeur de scène, voilà, c'est faire en sorte que tous les soirs, on regarde qu'est-ce qui ne va pas, et si quelque chose ne va pas, qu'on puisse dire, tiens, il manque un projecteur, tiens, il y a un costume qui était déchiré. Le cahier des charges, c'est que tout soit impeccable, tel qu'on le désire. C'est la rencontre avec les autres surtout, c'est ça qui m'a plu, parce que dans le métier que je fais, et je l'exerce depuis plus de 43 ans maintenant, dans le même établissement, c'est de voir que les gens se succèdent, les générations se succèdent, et en fait, lorsque quelqu'un arrive avec des doutes, parce que les artistes, ils ont souvent des doutes, ils ont souvent des problèmes sur les épaules, en disant est-ce que je vais plaire, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis assez fort techniquement et tout ça. Voilà, avec le temps, on est là pour leur apporter de la bienveillance. Ce que j'aime dans mon métier, ce qui me passionne, c'est de me dire qu'on peut donner de l'attention, en tous les cas, aux autres. Tout à fait, on confond mon métier, même aux impôts, tout simplement, parce qu'ils m'ont dit, mais ça n'existe pas, votre métier. J'ai dit, comment ça, ça fait 20 ans que je suis directeur de la scène. Ah ben, on ne le trouve pas. Dans la nomenclature, ça n'existe pas. Vous êtes directeur artistique ou vous êtes régisseur de scène? J'ai dit, ben, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis directeur de la scène parce qu'avant, la personne que j'ai remplacée était lui-même directeur de scène sur sa fiche de paye. Donc, on a cherché un petit peu à savoir ce qui se passait. Et voilà, je suis au-dessus du régisseur qui, lui, va gérer tout le technique. Je suis en dessous du directeur artistique qui pourrait donner une valeur artistique, même si je l'exerce souvent, cette valeur artistique, puisque c'est moi qui vais dire, tiens, les lumières sont pas bien, ça va pas, l'artiste entrait comme ci, sourit à tel moment. Mais c'est vrai que des fois, quand je me déplace, les gens ils me présentent, ah, Thierry Outria, le directeur artistique du Moulin Rouge. Et je dis, non, c'est pas ma qualification. Je suis directeur de scène, voilà. Comme tous les métiers avec un public, qui séduisent le public, et en même temps, il y a beaucoup de paillettes autour de moi, il y a beaucoup de femmes autour de moi. Donc, les idées reçues, des fois, c'est que on s'éclate bien hein, quand on travaille dans le spectacle, hein, parce que je suis entouré de 62 filles magnifiques au Moulin Rouge. Et les gens ne peuvent pas imaginer, je veux dire, que toutes ces danseuses, toutes ces filles magnifiques, eh bien, elles rentrent chez elles après parce qu'elles ont une vie familiale, elles ont des enfants, je veux dire, elles ont un fiancé, ou elles ont envie de grignoter des chips devant la télévision en regardant une série. Je veux dire, elles ont des vies tout à fait normales. Mais comme l'image qu'on projette, c'est une image de glamour avec des bijoux, les filles à 1,80 m, sensationnelles avec plein de plumes. Donc voilà, les gens des fois, ils s'imaginent qu'on fait un métier facile et facile, même dans les mœurs, quoi. Et c'est pas du tout ça, quoi. Moi-même, j'ai été danseur et j'étais un père de famille avec un fils à border à la maison, à amener à la maternelle le matin, alors qu'on s'est couché à 3 heures du matin et qu'on n'a pas envie de se lever à 7 heures. C'est notre quotidien. Donc voilà, des fois, le show business, mais ça, c'est ce que les gens ont envie de croire, en fait. Est-ce que la presse, des fois, relaie? Mais on a des vies tout à fait normales. Les inconvénients qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on est toujours en train de travailler à l'envers des autres. C'est-à-dire quand les gens, le samedi soir ou le vendredi soir ou le dimanche matin, ils ont envie d'aller s'amuser, se divertir, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent, je veux dire, pour qu'eux puissent prendre du plaisir, avoir une pièce de théâtre et tout ça. Donc voilà, les artistes, les techniciens du spectacle,
Nous sommes tout le temps en train de travailler à l'envers. Pour Noël ou pour les jours de l'an, j'ai rarement été en famille ou avec mon fils ou quoi, parce qu'on est au travail et qu'on doit faire des spectacles qui sont même des fois prestigieux. Un 31 décembre, au Moulin Rouge, c'est des soirées tellement chères et tellement chic, je veux dire que tout doit être encore mieux que les autres soirs. Donc voilà, on vient l'après-midi, on répète, on veut que tout soit impeccable, la nourriture est sublime, les danseuses sont toutes incroyables, voilà, et on finit il est 4 heures du matin. Donc, mais on sait pas, nous on ne s'est pas amusé, nous on a travaillé, mais on le fait avec plaisir. Comme je ne dors pas beaucoup, à 9 heures, je suis à la salle de gym parce que j'ai besoin de m'entretenir. Et comme je suis un ancien danseur, le physique, pour moi, ça compte beaucoup. Donc je fais du cardio, je fais de la muscu, je suis avec des potes, on déjeune des fois ensemble et tout ça. Et régulièrement, on a des répétitions, ce qui fait que les après-midi, à partir de 13 heures, on peut avoir des répétitions pour la lumière, des répétitions techniques, des répétitions avec des danseuses. Des fois, il faut mettre en scène aussi des gens qui arrivent pour faire une performance sur scène. Donc on est là avec tout un staff est très professionnel avec les projecteurs, avec le son, on fait des essais de tout, il faut voir les maquillages, voir les costumes. Et après, on rentre à la maison, on dîne, je prends une douche, je me rase. Je me rase moi toujours le soir, hein, je me rase qu'à 19 heures. Et c'est le spectacle, on met le costume, on met la cravate. Et là, on fait le tour. J'arrive à 20h30. À 20h30, j'ai fait le tour des loges. On risque de me dire, tiens, il y a ça qui ne fonctionne pas, ou on a réparé ça, on a changé tel projecteur. Donc, on met au courant. À 21h, le premier spectacle se passe. On a après 45 minutes d'entracte. On change la clientèle. On recommence le même spectacle. Donc, moi, je finis, il est 1h du matin, 1h10 du matin. On n'a pas vraiment des problèmes répétitifs dans ma profession. Ce qu'il faut absolument, c'est que le spectacle se passe bien. Donc déjà, au niveau des effectifs, comme il y a 64 personnes sur scène, on doit s'assurer qu'on a bien 64 personnes assises dans les loges et prêtes. Donc on peut très bien, déjà à 17 heures, nous téléphoner en disant « Tiens, elle a mal à la gorge, elle ne viendra pas ce soir. » Ok, les capitaines auront déjà appelé des remplaçantes, parce qu'on a des intermittentes qui sont prêtes à travailler aussi. Voilà, ce qu'il faut gérer, c'est déjà au moins tout ce qui est le plus important dans la hiérarchie du spectacle. C'est les chanteurs, ce sont les attractions. Ce qu'il faut, c'est de ne pas interrompre le spectacle avec un noir pendant 5 ou 10 minutes en disant « il y a une panne ». Alors, on met une petite musique comme dans une gare. Ça arrive des fois. Des fois, il y a des problèmes tellement importants qu'on dit bien le noir et l'orchestre. On appuie sur un bouton et les gens disent « mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien sur scène ». Voilà. Mais on ne doit pas arriver à cette alternative-là. En 20 ans d'exploitation du spectacle, on a eu tous les plus gros problèmes qui puissent arriver. Tout est arrivé déjà, avec la machinerie. Il est même arrivé une fois qu'un appareil prenne feu et que je doive aller sur scène avec un micro en disant « Excusez-nous, mais ce soir, on doit arrêter, il n'y aura pas de premier spectacle parce qu'on peut remplacer une pièce, on pourra sauvegarder le second spectacle, mais vous devez partir et on va vous rembourser. » Et c'est pas facile de dire ça à 900 personnes quand même. La chance que j'ai, c'est qu'en dehors de mon travail de directeur de la scène au Moulin Rouge, je suis jury international pour des festivals de cirque internationaux. Ce qui fait qu'en fait, je suis très très souvent invité. Je ne vais pas toujours dire oui d'ailleurs, des fois je suis coincé par mon travail et je serais resté à Paris. Mais quand je peux me déplacer à l'étranger, je suis content de partir avec ma petite valise et je assiste à des spectacles de cirque. Et en fait, comme ce sont des festivals, je suis là pour mettre une note à la fois artistique artistique et technique. Et donc, la chance que j'ai depuis maintenant plus de 12 ans, c'est de faire partie de ce petit groupe de jurys internationaux où on considère que j'ai la qualité et l'expérience, parce qu'on a des artistes aussi internationaux au Moulin Rouge, on travaille avec eux. Voilà, j'ai cette qualité pour pouvoir dire 6 sur 20 ou 20 sur 20, et techniquement ceci, artistiquement 20 sur 20 parce qu'elle est merveilleuse ou il est merveilleux. C'est entre 80 000 et 100 000 euros par an. J'adorais ma cousine. Et à l'époque, les jeudis après-midi de libre, on n'allait pas au collège, elle mettait des disques sur son électrophone, on mettait du Claude François, et sur Claude François, elle m'apprenait des chorégraphies. Donc voilà, mon enfance a été danser comme les Claudettes, quelque part,
parce que grâce à ma cousine, à faire les playbacks comme ça et tout ça, j'aimais Claude François. Et après, j'ai été le voir sur scène, je devais avoir 14 ans, il passait à Marseille, donc j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien aller voir Claude François. Et ils m'ont amené le voir au Palais du Pharaon, je me souviens, et c'était la première fois qu'il chantait J'attendrai avec les 4 Claudettes comme ça autour, des Noirs, des Jamaïcaines magnifiques comme ça. Et moi j'étais là fasciné en disant, mais que c'est beau ce spectacle. Et je fais partie du club Claude François, je m'inscris. Et la secrétaire, on se lie d'amitié. Et un jour, elle me dit, mais si tu veux, ben, tu viens, on vient à Marseille avec Claude, ben, tu viens et je te présenterai la loge et tout ça. Quelle chance! J'ai 15 ans, j'arrive au stade, elle ouvre la porte, je rentre dans la loge de Claude François. Je vois Claude François en train de répéter, et après, je vois le spectacle. Grâce à ça, j'ai pu dire à mes parents l'été, est-ce que je peux partir avec la secrétaire de Claude François, Josette, pour l'aider à s'occuper de la loge. Donc j'ai dû faire une dizaine de galas avec ma sœur quand même, parce que j'avais quand même que 15 ans, donc j'avais ma sœur qui était majeure. L'année d'après, elle me dit, mais si tu veux, tu commences à tourner avec nous et tu l'as fini avec nous. J'ai fait 62 galas un été. Et grâce à Claude François, j'ai appris comment les choses se faisaient par derrière. C'est-à-dire, on est là dans la technique, comment régler un chapiteau, comment régler la lumière, comment les claudettes répétées, comment on arrange. Tout a l'air si facile, encore une fois, pour le public. On vient et on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, mais derrière, il y a des heures et des journées, il y a tellement de travail. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré Thierry Leluron, il débutait, il avait 18 ans, en première partie de Claude François, on a sympathisé. Il m'appelait Thierry 2, et moi je l'appelais Thierry 1. Voilà, c'était la complicité qu'on avait. Mais après, on était loin de s'imaginer à l'époque de chaque parcours, et surtout Thierry Leluron. Quoi. Je veux dire, Thierry Leluron, quand il venait au Moulin Rouge, toujours il faisait coucou comme ça. Quelque part, Claude François, il m'a donné l'esprit de la rigueur, et je pense qu'il m'a donné envie de faire du spectacle. Et comme j'aimais beaucoup la danse grâce à Claude François, que je me débrouillais bien dans les surprises parties, eh bien un jour, une copine m'a dit, mais tu sais, il y a un cours de danse au lycée, il n'y a que 3 garçons, et franchement, hein, ils ne savent pas danser. Alors que toi, tu adores ça danser. Si tu venais, ça porterait une qualité. Je dis, mais moi, j'étais tellement timide. C'est bizarre, j'étais tellement timide. Je dis, je veux pas, je veux pas. Et à l'époque, c'était la méthode Stanislavski. C'est-à-dire qu'on était tous en cercle avant de danser. En cercle, et on disait, bon, Thierry, viens au milieu. Ok. Thierry, tu es la couleur rouge. Tu as 10 minutes. Mais cette professeure avait tellement de pédagogie, elle était tellement charmante, elle a tellement été gentille, qu'elle m'a appris à quelque part casser ce qui me gênait, ma timidité. Et après j'étais rouge, après j'étais un traîneau, après j'étais la révolution, après j'étais de la neige. On avait des chorégraphies, donc j'ai même dansé au théâtre antique d'Orange avec la petite compagnie de l'école. Et comme j'aimais ça, on me mettait toujours au milieu, devant, avec la meilleure danseuse dans les bras. C'était... Il y a une hiérarchie dans la danse. On est tellement content de travailler devant. Il ne faut pas être un bon danseur pour avoir envie de rester toute sa vie derrière. On a toujours envie d'être sous les feux des projecteurs. Ça m'a toujours animé, ça. Et avec cette professeure-là, un été, elle m'a dit, il faut que tu rencontres ma prof de danse, Ingeborg Lipté. Pour moi, c'est la papesse du jazz. Je vais à Avignon et je prends des cours avec Ingeborg Lipté. Au bout d'une semaine, Ingeborg, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, plus tard? Je ne sais pas. Tu ne voudrais pas faire de la danse en tant que professionnel? Tu devrais faire... Je dis, mais j'ai 2 ans de danse, et encore. 3 heures par jour, 3 heures par semaine, pardon, au lycée. Elle dit non, 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 prends des cours classiques, prends ceci, prends cela, et monte à Paris, ne reste pas là, monte à Paris. Monte à Paris, quand on vit en province, j'habitais à Orange à l'époque, ça me semblait très très loin, cher, mais j'ai quand même suivi son exemple. J'ai travaillé tout un été pour me faire de l'argent et dire à mes parents, je monte à Paris, et je me suis inscrit dans une académie tout seul, et au bout de 2 mois, mon collègue de Chambray m'a dit, mais je vais t'amener au Casino de Paris, tu vas voir. Et quand j'ai vu le théâtre, j'ai vu le musical pour la première fois, Zizi Jeanmaire sur scène, Roland Petit, chorégraphe. Je dis, mais je vais passer l'audition parce que c'est ce métier-là que je veux faire, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'étais engagé, en fait. J'ai eu cette chance-là parce que je n'avais pas une grande qualité de danseur. Je débutais. Et mes parents qui disaient, mais t'as trouvé du boulot, et même à l'académie, je me suis fait presque renvoyer. Ils m'ont dit, mais tu viens juste d'arriver, ça fait 1 mois et demi que tu es à l'école. C'est pas possible, il faut apprendre à danser. Et après, je dis, mais je sais pas, j'ai été engagé, alors tu vas annuler ton contrat. Non, je vais faire ça. Et heureusement que j'ai tenu tête, parce que 47 ans plus tard, maintenant, je continue, je vis encore de la danse et du musical. Quand je suis arrivé danseur au Moulin Rouge, 2 mois plus tard, il n'y avait pas de capitaine boy. C'était une fille qui nous enseignait, une danseuse qui nous enseignait à tous les garçons. Donc la direction m'a dit, Thierry, est-ce que vous ne voulez pas devenir capitaine des boys? Je dis, mais ils ont 35 ans et moi j'en ai 22. Je pense qu'on risque d'avoir un petit problème d'autorité. Elle dit, on s'en fout de l'autorité. Comme vous avez un travail très rigoureux, très propre, vous êtes très propre dans ce que vous faites, le reste, ça va venir. Donc, je suis devenu capitaine à 22 ans.
parce que c'était pas toujours facile. On me regardait du genre, mais tu me donnes des ordres à moi. Oui, bien ça qui va pas. Bon, il faut apprendre la diplomatie. Et, et après, on peut pas être danseur toute sa vie. Un jour, là, pour corriger le spectacle, on appelle ça un assistant chorégraphe, quelqu'un qui est plus sur scène, mais qui est dans la salle avec un petit carnet et qui note tout ce qui ne va pas au niveau de la chorégraphie. Tiens, le bras, il n'est pas comme ça, toi, tu n'as pas sauté, ça et ça qui ne va pas, voilà. Donc un jour, on m'a dit, Thierry, si vous voulez, peut-être qu'il est, il est temps de quitter la danse. Et est-ce que vous voulez pas passer de l'autre côté? Je dis, mais oui, je rêve que de ça, quoi. En même temps, on n'a pas envie de quitter la scène. On n'a jamais envie de quitter la scène. C'est bizarre, on ne se voit pas vieillir. Et quand je suis passé de l'autre côté, je suis dans la salle, on regardait le spectacle, et dans la journée, on fait les répétitions, et le soir, on donne des notes. Ça, c'est pour que tout ce qui est chorégraphique soit impeccable. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais un directeur de la scène avant moi, un Italien. J'étais assis avec lui à regarder le spectacle. Il me dit, Thierry, vous savez, moi, je pense que vous devriez voir comment je travaille. Je dis, mais depuis 76, je vous observe, je vous regarde, je vois comment vous travaillez. Il dit, oui, je sais, mais regardez-moi un peu mieux à partir de maintenant. Regardez comment je fais les répétitions, regardez comment je parle, regardez comment je mets en scène. Il dit, parce que moi, vous savez, hein, j'ai 70 ans, je ne vais pas rester là toute ma vie, alors vous comprenez, peut-être qu'un jour, vous pourriez prendre ma place. Mais quand on commence danseur quelque part dans une société, on ne pense jamais qu'on va un jour arriver à diriger. Après, je me suis dit, tiens, je vais l'observer. Et souvent, il me disait, vous avez vu comment j'ai fait, hein? Vous avez vu Thierry comment j'ai fait, hein? Je dis, oui, j'ai vu. Je notais mentalement qu'un jour, il m'a dit, Thierry, j'ai parlé avec le patron, et c'est OK. Le jour où je pars à la retraite, vous prendrez ma place. Et ce jour-là, on se dit, waouh, il ne faut pas décevoir, il faut être réglo, parce que c'est une chose d'être danseur, et c'est autre chose être chorégraphe, et directeur de la scène dans un établissement aussi prestigieux que ça. Je dirais, il ne faut pas se tromper.